Vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays. Un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Vous avez les couleurs, le bonheur, le bonjour d'Algérie. Voilà, un réveil parmi nous, parmi le Bonjour d'Algérie et parmi toute l'équipe du Bonjour d'Algérie qui vous accompagne régulièrement tous les matins du Bonjour d'Algérie ici sur Alger ou d'Oran ou bien sûr de Constantine. Toutes nos équipes sont là pour essayer en tout cas de vous faire passer de bons moments, notre compagnie et bien entendu parler de l'été quand même malgré cette crise sanitaire qui va un petit peu freiner les choses. Pas de plage encore, en tout cas on essayera de vous faire passer de bons moments avec nos invités, surtout parler bien entendu du Covid-19. Ça sera aussi l'actualité du moment avec notre professeur, notre médecin, Monsieur Benachnou, Fethi Benachnou qui sera sur notre plateau. Il nous parlera bien sûr de cette courbe ascendante aujourd'hui, en ce moment même. C'est vrai que les cas ont augmenté, nous allons beaucoup en parler ce matin avec lui. Il nous parlera bien entendu de comment rétablir cette courbe ascendante et comment essayer encore une fois d'informer et d'insister sur les mesures barrières. Nous allons également recevoir le professeur Tapti, lui qui est pédopsychiatre. Il nous parlera donc de cette problématique, les retombées du Covid-19 sur les enfants, sur bien sûr le stress et comment vivre avec cela aujourd'hui et surtout quand c'est les grandes vacances. Et oui, c'est très difficile de pouvoir imaginer, bien entendu, de rester encore à la maison, ne pas aller se baigner par exemple. Eh bien, nous allons continuer aussi à parler d'activités, d'autres activités. Par exemple, c'est aussi le travail quotidien des bénévoles qui n'ont pas lâché prise, qui continuent toujours à offrir leurs services aux plus démunis et surtout aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer en temps de Covid-19. C'est l'association Ensemble Hope DZ qu'on aura le plaisir à recevoir. Mariam Laribi sur plateau. Et bien sûr, les activités culturelles commencent à reprendre doucement avec bien entendu la rubrique de Nassiba Djaïdir, la rubrique Mosaïque. Elle sera là pour nous présenter aussi une belle exposition de peinture avec son invité qui sera également sur le plateau, Abdelmajid Germoud. C'est un artiste qu'on aura le plaisir de vous faire redécouvrir parce qu'on a eu le plaisir donc de le recevoir. Il est là avec une actualité, une belle exposition à vous faire découvrir. Eh bien, sans plus tarder, je vous laisse en compagnie justement d'une très belle voix, une belle chanson. C'est donc Jazzouli qui va nous interpréter Yana.
Belle voix, une belle interprétation. Il y a Nejma, Inch'Allah, Dawi Halina Kamel, avec bien sûr nos invités qu'on retrouve comme toujours et surtout Nessiba qu'on retrouve comme chaque mardi pour la rubrique Mosaïque. Bonjour Nessiba. Bonjour Amel, bonjour à vous tous. Comment ça va? Très bien, alhamdoulilah. Très bien, alhamdoulilah. Vous n'êtes pas seul aujourd'hui? Vous êtes avec un invité? Donc cap sur la galerie Racine, il y a actuellement une très belle exposition contrastée au style varié. Il y a des artistes confirmés qui exposent, il y a de jeunes talents et donc il y en a pour tous les goûts. Voilà, tout à fait. Alors avec nous ce matin, Majid Gomloud, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres, bienvenue. C'est moi qui vous remercie. Bienvenue. Vous faites partie du collectif qui expose actuellement. Vous êtes artiste plasticien, enseignant en art plastique dans un lycée, un ancien élève de l'École supérieure des beaux-arts d'Alger. Vous avez fait votre spécialité, la spécialité peinture. Voilà. Et on sait que vous êtes très prolifique aussi. Vous participez à pas mal d'expositions collectives et puis aussi personnelles. Mais là, actuellement, votre actualité, l'exposition collective qui se déroule actuellement à la galerie Mohamed Racine. Oui. Bon, c'est une exposition collective à l'occasion du 5 juillet, puisque c'est tombé avec la période du 5 juillet. Oui, c'est une expo collective pour la reprise de la galerie aussi. Avec, juste avant, il y avait eu Docman, qu'on a eu le plaisir de recevoir. Donc en général, il vaut mieux reprendre aussi avec une expo collective pour qu'il y ait plus de participants, etc. Donc c'est une exposition qui regroupe en général 18 artistes, entre femmes et hommes. En général, il devait avoir 20 artistes. Il y a 2 personnes qui se sont excusées dernièrement, vu les circonstances. Il y a une parité, il y a 9 femmes et 9 hommes. Voilà, tout âge confondu. Nous avons des gens qui ont, la plupart ont un certain parcours, plus ou moins riche. Dans le plus intéressant, le plus ancien, c'est Nordin Chigran, etc. Oui, Chigran, voilà. Il y a aussi Stambouli qui a un riche parcours, Ben Abetman, plus ou moins. Et nous avons aussi, du moins les établissements agriculture, ont pensé intégrer de la nouvelle génération, des nouveaux. Donc il y a deux ou trois, il y a Ben Alem qui termine ses études à l'École nationale des beaux-arts et une certaine Zidane Nawal. Parmi tout ce groupe aussi, nous avons différents parcours. Nous avons les gens qui ont fait l'école des beaux-arts, l'école nationale ou supérieure. Nous avons aussi les gens qui ont fait une très belle, une grande école dont on parle souvent et des fois on n'en parle pas assez. C'est l'association des beaux-arts. Oui, voilà. Elle a formé énormément de personnes. Il y a eu Aïcha Haddad qui est passée par la salle. Aïcha Haddad, il y a de grands artistes qui sont passés par là. Il y a eu Bourdine, d'autres artistes connus sur la scène artistique. Voilà, qui sont de même à l'être installés à l'étranger, etc. Qui sont passés par la Société des Beaux-Arts. C'est une très grande expérience. Une belle renommée en tout cas. Une renommée, voilà. Et bien sûr, des gens qui ont qui se sont formés eux-mêmes, on appelle ça les autodidactes, etc., qui se sont imposés, qui activent, qui ont bien etc. percé, hein, voilà. Qui ont fait des reconversions de professionnels. Alexandre de Guita, Mansaf Guita. Voilà, Mansaf Guita qui est médecin. Et bien d'autres, voilà. Et bien d'autres, il y a des chirurgiens. Ne n'expose pas. Voilà, le Guita n'expose pas dans cette expo. Bon, en général, l'espace, si on prend chaque artiste, logiquement, on ramène pour avoir une bonne visibilité de l'artiste. En général, on ne met pas un tableau. Pour voir vraiment l'artiste, minimum 3 ou 4. Donc la plupart des artistes ont ramené, du moins les établissements agriculture ont sélectionné 4 tableaux. Il y en a qui ont ramené 2, peut-être ils ont ramené 5, mais en général 4 tableaux. C'est pour ça que la galerie peut recevoir maximum peut-être 20 artistes à 25. Oui, l'espace même a été restauré il y a quelques années. Il y avait un problème de lumière, il s'est réglé. Voilà, c'est réglé, un bel éclairage, etc. Il y a un très bel éclairage, tout à fait. Et puis, bon, c'est une exposition, je le disais il y a un petit moment, quand même assez contrastée. Donc, il y a plusieurs styles. On travaille, les artistes travaillent sur différents supports, utilisent différentes techniques aussi. En général, bon... On est en train de voir justement quelques-unes de ces... Alors là, ce sont les œuvres signées par Majid Gomloud, un aperçu de votre travail. Alors, vous avez exposé quelques œuvres d'art, Majid Gomloud, quelques-unes de votre collection. Voilà, comme c'est une expo collective, on a mis chacun 4 tableaux. Donc, on n'a pas vraiment sélectionné, mais chacun... puisque la plupart des artistes ont une grande quantité d'œuvres, etc. Donc, ils prennent 3 au hasard ou la 4, voilà. Donc, moi, j'ai participé avec ça. Absolument. Maintenant, et là, justement, puisqu'on était en train de voir les images de vos œuvres d'art, sur notre écran, donc vous êtes vraiment, vos œuvres sont vraiment ancrées dans le terreau culturel algérien. C'est très patrimoine, travailler sur le signe, le symbole, le motif.
Bon, en général, tous les peintres, en général, en général, ils essayent de reproduire, on parle de point de vue classique, tous les peintres essayent de reproduire la nature, la beauté de la nature, Ouais. les monuments, tout ce qui est... Le figuratif. Voilà, figuratif en général. Absolument. Mais en même temps, on peut reproduire, je sais pas, les gens vont reproduire un coucher de soleil, vont reproduire une région, vont reproduire... Mais on peut reproduire aussi un sentiment, par exemple, l'amour, la haine, ou la tendresse, etc. Mais maintenant, en général, l'artiste, il s'exprime, ce n'est plus vraiment l'artiste qui essaye de reproduire la nature, ou le figuratif. C'est pour ça qu'on parle de figuratif, semi-figuratif, voilà. Maintenant, réalisme. on est plutôt dans Voilà. l'abstraction, des fois, Voilà, mais dans surtout. l'abstraction, Voilà. c'est peut-être l'univers intérieur de l'artiste Voilà, c'est surtout qui l'univers. ressort, qui Voilà. rejaillit, Ouais. ce sont ses émotions. Avec beaucoup de couleurs. Absolument. Voilà. Puisqu'on était en train de regarder vos œuvres, peut-être on va demander à Hanan carrément de revoir un petit peu vos tableaux avant de voir le Bien, reportage. Voilà. Avec joie. Voilà, alors Hanan, si elle peut On est en train de voir d'ailleurs. hein. Alors là, c'est Les vraiment- poissons. Il y a un peu de... Voilà, c'est très, très peuplé. Vous aménagez avec force et émotion vos œuvres d'art, votre espace. Bon, en général, on habite un environnement. Bon, nous, les Algériens, c'est le Maghreb. Le Maghreb, donc, c'est un peu la Méditerranée. Donc, Ouais. c'est la joie de vivre. Tous nos voisins, que ce soit marocains, tunisiens, espagnols, français, etc., tout le bas, la Grèce, c'est le bassin méditerranéen. Donc, c'est Il y a des symboles forts. des symboles forts Comme qui par exemple le représentent- poisson qu'on retrouve aussi en Tunisie, qu'on en retrouve Tunisie, au Maroc. voilà, dans l'artisanat Voilà, d'art ou là, tout à fait. dans la peinture, etc. C'est la Méditerranée, c'est peut-être le berceau aussi des civilisations aussi. Il y a surtout, on parle d'échanges. Donc Oui. il y a eu pendant des siècles, il y a eu beaucoup d'échanges. Quand on dit échange, donc c'est apport. Donc c'est positif, etc. La mer en général, c'est tous les ports du monde, c'est les échanges, sans parler d'art plastique. Absolument. C'est Il y a vrai. beaucoup de signes aussi. Hein. Le signe, Il y a une influence quelque part. D'abord, le signe, Ceux qui vous oui. ont, qui ont enseigné, qui ont fait, enfin, disons, vous avez fait vos classes aussi chez Denis Martinez. Bon, en chez- général, nos anciens enseignants, Voilà. c'est vrai, Denis Martinez, maintenant il y avait Majoubi, il y avait Aïdoud, il y avait Gougil, il y avait Kamel, Madame Kamel Nazar, Nazar, Allah yarhamou, etc. Maintenant, en ce Il y qui a une concerne petite les... influence quelque Il y a, part, qu'on le veuille ou sûrement, pas, ça oui. peut être des influences à travers tout le parcours, à travers les couleurs, la forme, la façon de penser. Même quand on travaille dans un atelier, la différence entre un artiste qui travaille seul chez lui Oui. et un artiste qui travaille dans un collectif. atelier, voilà. En général, les ateliers, il y a des échanges, qu'on le veuille ou pas. C'est pour ça qu'à un certain moment, il y avait la phrase il y avait une expo là, de Martinez, là, que je prends et je donne. Tous les artistes en général s'inspirent et sont inspirés par d'autres personnes, etc. Exact. Donc c'est logique, il y a des échanges qu'on le veuille ou pas. Absolument. Et puis, dans la démarche artistique de l'artiste, il y a toujours, ça évolue au fil des années. Ça évolue et avec on la- s'impose par un style. Là, on visite l'exposition. Pour ceux qui connaissent votre travail, on reconnaît votre style. C'est clair. Et c'est sans c'est voir la tout si- le plaisir justement sans- de l'artiste parce Sans que voir la quand on signature, reconnaît, on reconnaît ah oui, la touche personnelle de Majid Gamoud. Voilà. Par exemple, au début, l'artiste en général, même nous avons fait exposer une artiste qui démarre. Donc, elle a exposé peut-être 4 tableaux. Tous les tableaux ne se ressemblent pas. Pourquoi? C'est des démarches. Elle est en période de recherche. D'accord. Donc, vous avez, c'est logique. Oui, Au début, on est absolument. obligé On se de se recherche. rechercher. Après, on trouve une voie. Techniquement ou philosophiquement, c'est logique. Mais à partir d'un certain nombre d'années, ça devient des réflexes. Bon, là, il y a une démarche, que ce soit technique ou l'artistique, et il y a une démarche aussi philosophique de l'artiste. Il a une voix, à fait. il veut faire ça, il veut aller vers ça, etc. Puis on Donc, travaille sur différents supports aussi. Voilà. Je sais que vous travaillez sur différents supports. On y reviendra peut-être dans Eh un bien, petit on va moment. voir, hein. Voilà, on va Parce que- découvrir. On va se voilà. faire plaisir, le plaisir aux téléspectateurs. On va Et on découvrir va voir cette l'exposition. palette justement de ces nombreux artistes qui exposent lors de cette exposition collective. Ils sont donc 9 et 18. 9. 9, 18. 18 plutôt, 9 femmes et Et 9 neuf hommes. hommes, voilà. Allez, on y va à travers bien sûr cette belle exposition collective.
Culture de la wilaya d'Alger, une symphonie de formes et de couleurs. Bien ancrées dans le terreau culturel algérien, ces œuvres mettent en valeur le riche patrimoine culturel algérien. Un jeu de matières et de couleurs dans une palette riche et colorée. Entre le rêve, la réalité et l'imaginaire, la peinture, un bon moyen d'expression et d'évasion. Voilà, une palette très riche et très Oui. intéressante à découvrir, des styles différents des uns des autres. Et puis on ne se lasse pas de visiter cette exposition et de la visiter, de la revisiter, de la découvrir, de la redécouvrir Tout à en fait. fait. Hein. Et puis l'espace joue énormément. Enfin, c'est une belle galerie, c'est spacieux, bien éclairé. L'accrochage était quand même bien réfléchi, judicieux aussi, parce que c'est important aussi. Une l'accrochage harmonisation, dans oui. une exposition. Bon, l'accrochage en général, bon, c'était bon, un truc en l'habitude. Ils ont l'habitude, nous avons Voilà, l'habitude ils sont de rodés, travailler les ensemble. animateurs d'agriculture. Voilà. En général, le système d'accrochage existe, c'est les 6 mètres. Hein, donc il suffit Absolument, mais quand même de pour la mise en combiner, place voilà, des de combiner, œuvres. voilà, de faire des contrastes un peu, Des pour contrastes, qu'on tout à puisse, fait. chaque artiste se détache par rapport à l'autre artiste pour une meilleure vision. Voilà. C'est Sinon, le fond, ben, c'est des murs blancs, il n'y a pas de problème, les œuvres se détachent. Maintenant, nous avons les formats, il y a des grands, petits, des moyens. Voilà. C'est ce que j'ai remarqué, petit, moyen. Voilà. En format. général, c'est la plupart c'était de l'acrylique sur toile. Il y en a qui font un peu peut-être quelques techniques mixtes avec ou là, quelques textures, bah, il y a des petits collages avec mais en général, gars, c'est de l'acrylique sur toile. Vous aussi, vous utilisez l'acrylique principalement aussi, hein, plus les techniques mixtes. Maintenant, c'est bon. Pourquoi la plupart des artistes algériens utilisent l'acrylique? Oui. Bon, il y a premièrement, d'abord, le matériel est cher, donc la peinture à l'huile, elle est inabordable. Excessivement. En même temps, la peinture à l'huile, elle dure trop longtemps pour sécher, sauf si on utilise du C'est ça. cicatif. En général, on peut rester. Bon, c'est la meilleure technique, c'est la peinture à l'huile. Ça donne des épaisseurs, des reliefs, ça donne des couleurs centaines aussi, de milliers de facile. couleurs. Voilà. Malheureusement, il faut rester longtemps pour faire le temps. Le temps passe vite. La plupart des peintres, même dans le monde, utilisent maintenant d'autres techniques. Même pas avec l'acrylique, d'autres techniques. On peut parler de la vidéo, on peut des installations, etc. Maintenant, on ne parle même pas de courant. C'est-à-dire maintenant, c'est des centaines de milliers de tendances de courant, etc. L'artiste s'adapte à la modernité. Il faut qu'il soit contemporain. Ça Absolument. peut être de la musique, la danse, ça peut être, etc. etc. Voilà. Tout à fait. Ouais. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait aussi quand même quelques artistes de l'intérieur qui exposaient. Oui, virtuellement, sans être présent, bien Sans sûr. être présents. Non, la plupart. Nous avons un gars de Tamaraset, nous avons le Ben Abbas aussi, qui est de Indefla ou la deux, nous avons Rahmani de Tiaret. Aint Mouchent, pardon, nous avons Smara de Indefla, nous avons Hajar Sourahmani, bon, il y a les deux Sétif, lui, il est de Tiaret. Nous avons aussi Istanbul de Khmis Miliana, en général, voilà. Bon, Qui est sinon, actuellement malade, on lui souhaite Voilà, un prompt rétablissement. voilà. Astambouli, c'est un artiste quand un même. grand artiste, un grand nous artiste. souhaitons un bon rétablissement, etc. Un ancien aussi des Beaux-Arts, il Voilà. a aussi fait ses classes à l'École supérieure des Beaux-Arts, il a Voilà. enseigné pendant des années à l'École régionale des Beaux-Arts de Mostaganem. Mostaganem, qui aussi. était même certainement le premier directeur. Oui. En même temps, il a beaucoup vécu en Tunisie, il a beaucoup produit, fait. beaucoup vendu, etc. C'est un artiste quand même connu et il est très, c'est un original, Ouais, même. C'est ouais. un vrai artiste. Il a travaillé sur des décors La- aussi. Hein. Hein Il a travaillé sur des décors. Non, Non. c'est quelqu'un d'autre là, vous D'accord. confondez peut-être. mais, Il y avait un mais- ancien Stambouli aussi qui voilà. a fait l'école des Beaux-Arts, il était de Constantine, qui est pharmacien de formation Absolument. aussi. En tout il y a, cas, il y a pour beaucoup de Stambouli, Stambouli. sa dernière exposition, c'était chez Jaziel Morphy. On parlait de Jaziel il y a un petit moment, en coulisses. Sa dernière exposition, c'était à Bouffée d'Art. Ok. Voilà, il avait exposé à titre personnel. C'est la dernière fois où j'ai eu le plaisir de le Voilà. rencontrer. J'espère qu'Inch'Allah, Très il se bientôt, remettra. il se remettra. Voilà, Il y aura d'autres expositions. Alors, des projets peut-être pour terminer. Des Bon, il y projets avait, en perspective. il y avait, de toute façon, pour vivre, il faut toujours avoir des projets, Ouais, parce que ouais. l'espoir fait vivre, etc. Absolument. Moi, personnellement, je ne parle pas d'expos individuels, nous avons tous dans des projets de faire des expos individuels, ça c'est sûr, mais il faut ramener quelque chose de nouveau, etc. J'ai des idées, nous avons des... Mais il y a Il y a une surtout grande des expo. expos... Il y a une grande expo assez originale qui se Voilà. prépare. Voilà, Vous allez bon, nous il y a dire une- un il y a- petit avant-goût peut-être. Bon, personnellement, on va voir la situation de comment Oui. elle va évoluer. Sinon, moi, j'ai pour peut-être 2021, peut-être même
2020 peut-être, je ne sais pas, fin 2020, Oui. une expo individuelle personnelle, c'est surtout une peinture en 3D, donc c'est d'autres supports, D'accord. c'est ma peinture mais dans d'autres supports. Alors, ce sont C'est des lampadaires. des lampadaires, des sculptures, etc., des abat-jours, etc. en Mais 3D. peints, mais ouais. peints Oui, oui, carrément. j'imagine. Voilà. Peints, On est curieux. Absolument. Et puis, vous m'avez C'est des parlé de sculptures, la sculptures. base La base, c'est de une la lampe, c'est sculpture, des sculptures. voilà. Et le haut, l'abat-jour lui-même, l'abat-jour. c'est une de mes peintures, c'est en D'accord. général. Ça sera Donc assez sculpture, original, peinture, voilà. j'imagine. Et peut-être même des sculptures. Elle est prête à 70%? À 90%, 80% c'est prêt, disons, on va dire 80%. On est pressé de découvrir cette Voilà. exposition. Et puis il y a une autre expo, vous m'en avez parlé tout à l'heure en coulisses, l'expo consacrée à la nouvelle figuration. Voilà. Il y a aussi un projet, on a parlé entre quelques artistes, c'est les peintres de la nouvelle figuration. On ne va pas citer de nom parce que encore Oui. la liste n'est pas. D'accord. Donc c'est des peintres. Ça sera une collective, Voilà, hein, ce ça sera sera une des peintres, collective, voilà. surtout la couleur. On va voir la couleur, Tout à fait. le gestuel. Quand on voit l'expo, on sent que c'est des peintres qui travaillent la même thématique, si on veut, techniquement ou artistiquement, etc. Donc c'est un groupe de peintres qui sont plus ou moins tous connus. Donc on va essayer de les regrouper et faire, on appellera ça la nouvelle figuration. La nouvelle D'accord. figuration. Et puis il y a aussi le salon du jeune collectionneur Voilà. Alors là, j'y tiens qui est en beaucoup. stand-by pour le moment. Voilà, bon, c'était prévu, on devait la faire avec les établissements agriculture qui ont été très Réceptifs. chaleureux, etc. Je tiens d'abord, avant de parler de l'expo, d'abord l'exposition est organisée par les établissements agriculture de la wilaya d'Alger, agriculture. Je parle de cette expo Oui, collectif. cette expo, Voilà. absolument. On les remercie pour l'accueil, pour le défi de la Ouais, réouverture tout à de la fait. galerie, etc. Absolument. Avec C'est les, difficile. En C'est ces temps vrai. Voilà, difficiles, c'est voilà. pas En évident, ces mais temps bon, difficiles, etc. les mesures barrières sont respectées, Voilà, la sont distanciation respectées, sociale, voilà. etc. Ouais. Et puis, pour terminer, peut-être qu'on n'a plus beaucoup de temps, Oui. alors rapidement, il y a aussi cette expo Récup Art. Il y a Récup aussi Art. une expo du jeune collectionneur, Voilà. très variée, Voilà. les ludiques et Bon, pédagogiques. vous Et revenez nous sur le avons sur collectionneur. l'exposition Récupar. Récupar, ça doit être la 4e édition, où les artistes aussi, peintres ou sculpteurs, vont travailler sur la récupération Matériaux et le de recyclage, récupération. voilà, de tout ce qu'on peut. Voilà, elle est très très riche. Et On adore cette- ça. Voilà. J'avais On assisté adore ça, à on une adore. Très des- original, Une voilà. des éditions, il y avait Voilà. eu Massène qui avait Oui. participé. Massène, Chagrin, il y avait de aussi, beaucoup. C'est un spécialiste de la récupération, Absolument. Massène. Il y hein, avait on le Ahmed salue d'ailleurs. Kourdougli, Bordeaux, il y avait même il y avait beaucoup Hamouche, d'artistes. il y avait beaucoup d'artistes, Voilà. et c'était fort intéressant. Il y avait aussi une petite note d'humour aussi, Voilà. c'était quand même fort sympathique. On est pressé de voir ça. hein. Absolument. Inch'Allah. Les œuvres existent, les artistes sont prêts. Nous attendons que simplement le moment Opportun. propice, voilà, Voilà, opportun eh pour ben, on vous participer. dit bon Très vent, bien. Fait tout comme ça. simplement. Merci et de nous bon avoir courage. invités. C'est Au toujours nom un des plaisir. artistes exposants, nous vous remercions toujours, C'est très fidèles, gentil. vous la communication, la presse, Les écrite, médias, voilà, etc. Les merci. médias, sans vous, le message ne pourra pas passer Et nous à la sans vous non majorité. plus, Voilà. on ne pourrait pas travailler. Voilà, et nous Merci. sommes au service de l'art. Voilà. à C'est fait. nous qui vous remercions. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir avec Merci. beaucoup de dynamisme. En tout cas, on vous souhaite de continuer sur cette lancée en attendant de vous retrouver très bientôt pour les prochaines expositions que vous avez Inch'Allah, annoncées. Inch'Allah. Nessiba, merci beaucoup Merci pour à cette vous, merci à belle vous. découverte Merci. encore une fois. Merci. On annonce encore que l'exposition est toujours en place Oui, jusqu'à quelle Bon, date? logiquement, jusqu'au 22, peut-être Peut-être un peu quelques plus. jours Il y a toujours- après. il y a voilà, toujours, toujours, avec agriculture, il y a toujours voilà. une petite semaine. Une de rallonge, une prolongation. petite rallonge. Voilà. Une petite rallonge, voilà. Ben, merci beaucoup. Bonne journée à vous. C'est vous le qui vous Nessiba, remercie. à la semaine La prochaine. semaine prochaine, Bonne journée. Inch'Allah. Bonne journée à vous. Merci aussi. beaucoup. Merci. Et puis on continue sur bien sûr le beau et cette fois-ci on vous emmène du côté de la Casbah, retrouver ce beau reportage signé Fela Benour qui nous fait découvrir les fontaines de la Casbah. Elles sont nombreuses, regardez, on se retrouve juste après. Quoi de plus rafraîchissant que les fontaines en période estivale? C'est ce que devaient penser les passants et les habitants de la Casbah d'Alger. Nous sommes dans les années 1700 ou 1800, voire début 1900, où il était facile de prendre une gorgée d'eau au détour d'une zniqa ou d'herbe, empruntant les marches enlacées de l'ancienne mahroussa. À l'époque, leur nombre dépassait les 100 fontaines qui alimentaient la Médina, dotées d'aqueducs qui n'ont pas résisté à la période coloniale. 38 على حسب الإحصائيات اللي كانت En 1830, selon les statistiques de l'époque, il y avait à l'intérieur de la Médina environ 150 fontaines. Malheureusement, il n'en reste que 7 aujourd'hui. موجود إلى فقط 7 عيون. Des fontaines construites entre autres par Ali Pacha au 1er siècle de l'ère ottomane. كانوا منازل منهم العين هذه تاع بسبانة
parmi lesquelles cette source de Bir Shbana, la plus ancienne, celle de Sidi Ramdan, après Ain Bzouak et Ain Bir Djebbah. Plus bas, on retrouve Ain Shara, qui fait partie de la mosquée de Ali Btchin, qui a été construite en 1626. Et une autre se trouve au niveau de l'amirauté, du côté de la mer. Elle s'appelle Ain Bab Ali. ست العيون اللي نعرفوها هذا سي كولونيال يعني العين العوينه لو روبيني كانت بير نقولوا لها بير يعني سي ان شغل شرشار ولا ان بوي جباح كلمه تركيه جباح حب يقول ابلي سي لو فابريكون دي روش ولا سي لابيكولتور. Selon les chercheurs, les Aïouns donnaient un débit de 50 à 160 mètres cubes d'eau par jour, suivant les saisons. Une eau qui était d'une grande qualité, pure et limpide, très recherchée à l'étranger. En tout cas, de belles fontaines qu'on vous propose d'aller découvrir de plus près, en tout cas pour ceux qui peuvent aller faire des balades, bien sûr avec les masques de protection. Nous allons beaucoup parler aujourd'hui donc de cet été exceptionnel puisque ça perdure, le Covid, la Covid-19 continue à, en tout cas à enregistrer en tout cas des cas et donc nous allons beaucoup parler du stress encouru par justement nombreux citoyens. Avec nous, professeur Majid Tapti, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. C'est un plaisir, merci pour l'invitation. Vous êtes pédopsychiatre, vous vous occupez des petits mais pas que, puisque vous êtes donc chef donc, de service au niveau de l'hôpital de Cheraga, c'est cela? C'est bien ça. Et vous êtes là toujours au devant de la scène pour essayer de gérer cette pandémie comme vous pouvez. Vous, médecin, d'abord, vous êtes en avant-garde et donc avec les cas qui continuent aussi à être enregistrés et que vous aussi, vous avez encore des cas indépendamment, bien sûr, donc, de la Covid-19. Donc, il faut gérer cette situation. Ben oui, c'est une situation franchement exceptionnelle, hein, oui. où il y a eu un impact psychologique intense au sein de la population, même au sein des médecins, oui. au sein de la blouse blanche. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce coronavirus, ce virus a entraîné un télescopage entre une crise sanitaire, une crise économique, une crise sociale et tout ce qui s'ensuit. Les retombées vraiment voilà, je dis que c'est un météorite Mm-hmm. qui a explosé. Après, bon, maintenant, il y a des dégâts directs et il y a des dégâts indirects. Et les dégâts collatéraux, on les voit depuis quand même 5 mois maintenant. Mm-hmm. Les dégâts psychologiques, ils sont très intenses. On les voit dans nos consultations et ça a impacté tout le monde. Oui. Des enfants, des adolescents, des personnes âgées et les vieux aussi. Parce que c'est une situation extrêmement inédite. Et qui perdure. Qui perdure. Et on ne connaît pas la date justement de l'arrêt. On ne connaît pas. Et puis il y a ce sentiment, à la fin, là, on le constate, un sentiment d'impuissance. C'est ça. On sent que ce virus est en train de nous envahir. Quand vous entendez les déclarations de l'OMS hier, 230 000 cas de contamination journalière, c'est énorme. Exactement. Même si chez nous, donc tout ça induit un stress continu. Vous savez, quotidien, quand le stress est constant et continu, donc ça fait épuiser toute une population. On essaie d'y remédier chacun à sa manière, mais c'est extrêmement délicat. Voilà. Et bien sûr, le mental en prend un coup, un coup sec. Alors c'est vrai que quand on voit par exemple des personnes qui sont restées quand même confinées chez elles, donc c'était une période où beaucoup ne sortaient pas, c'était très difficile à gérer, mais la population a quand même géré. Ensuite, il y a eu le déconfinement et les gens avaient quand même l'espoir, surtout quand on comparait avec les pays, d'autres pays où bien sûr le confinement avait été aussi observé, donc les gens reprenaient une vie assez normale. Rebelote encore une fois, les cas augmentent. Donc les gens sont dans une situation d'incertitude aujourd'hui. Exactement, parce que d'abord on est dans une période estivale et dans le mental, dans le subconscient de l'individu, c'est les vacances, c'est la plage, c'est la mer, c'est les enfants qui jouent, c'est les fêtes, c'est vraiment la fiesta, quoi. Mais malheureusement, il y a un blocage et un dodan psychologique qu'on a du mal à surmonter. Et maintenant, je le dis, hein, la clé est au sein de la population. Maintenant, si on veut une rentrée sociale, une rentrée scolaire et universitaire, et passer au moins une dizaine de jours de vacances, il faut vraiment réfléchir. Il faut vraiment y penser parce qu'il n'y a pas d'autre traitement. Je le dis, j'assume ce que je dis sur le plateau. Le seul moyen, c'est le confinement et le respect des gestes barrières.
Si on veut vraiment passer quelques jours de vacances, espérons dans les 15 jours, 20 jours, ça va s'estomper un tout petit peu, on peut revoir les choses autrement. Mais si ce n'est pas le cas, on ne sait même pas quand ça va partir. Et plus je le dis, le stress est constant, il est continu, nous aurons un impact psychologique parce que maintenant on est dans l'aigu. Le chronique, il va suivre, hein. Le chronique psychologique, il va suivre. Parce qu'on ne connaîtra pas les retombées dans 6 mois, à long terme et tout. C'est pour ça que nous, les psychiatres, les pédopsychiatres, enfin toute la corporation médicale, même nos confrères qui sont dans des services de médecine interne et tout ce qui s'ensuit, on est mobilisés pour éventuellement se préparer à l'après-Covid. Tout à fait. Et justement, il y aura un impact considérable. Dans le monde entier, on le dit, il y aura un après-Covid. Il y aura un après. Donc, il va falloir gérer tout cela. Falloir aussi changer nos habitudes au quotidien. C'est cela. On n'a pas le choix que de changer dans nos mentalités. Il y a un avant-Covid, il y aura un après-Covid. Maintenant, quand vous entendez, c'est pas le psychiatre qui parle, mais c'est le médecin somaticien, quand vous voyez le virus induit apparemment des diabètes chez des individus. De peur on ne le sait pas trop, mais on sait que les gens qui ont fait le Covid, contamination virale, il induit pas mal de pathologies qu'on ignore. Donc on est dans la découverte, on est dans l'impuissance. L'incertitude. Et l'être tous les humain, jours, les chercheurs nous annoncent de nouveaux symptômes, de nouvelles découvertes, des répercussions, avec des prises de médicaments et on ne sait pas si c'est bon ou pas. Il y a vraiment des tâtonnements. Voilà. Donc pour préserver sa santé aujourd'hui, il faut rester toujours le médecin, être dans la prévention. Le meilleur moyen de lutter contre ce virus qui nous guette chaque jour, c'est vraiment la prévention. On n'a pas d'autre choix. Il y a eu ce relâchement justement parce que les gens en avaient marre de rester enfermés. Les enfants aussi ont été privés bien sûr d'école. Ils étaient à la maison, donc il fallait les occuper. Les parents ont dû travailler sur cela aussi. C'était très difficile de gérer. C'est très dur les enfants, je dirais ça avec respect. C'est un massacre. Vous avez des enfants qui sont scotchés pendant 5-6 mois à la télévision, aux jeux vidéo, ils ne bougent pas, il y a une prise de poids, il y a des addictions, il y a des troubles du comportement, il y a de l'agitation, les parents aussi sont extrêmement fatigués. Donc là, les conséquences, je pense qu'elles seront désagréables dans quelques mois. Et puis il y a une rentrée scolaire, il y a une rupture scolaire. D'ailleurs, je recommande aux parents, malgré que c'est une saison estivale puisqu'ils sont estivales à la maison, quoi, de préparer leurs enfants sur la scolarité. Parce que quand il y a une rupture continue, on ne sait pas, ça peut y aller au-delà du 4 octobre, on ne sait pas, espérons que non. Mais si les choses vont à cette cadence, je pense que ça sera trop risqué. C'est pour ça que les parents doivent faire un programme aujourd'hui. Ils doivent se préparer à une rentrée. Un enfant qui n'a pas étudié pendant 6 mois, 8 mois, c'est pas possible. Il va avoir des troubles de la mémoire, il va avoir des troubles de la concentration, des troubles d'attention, des difficultés. Donc aujourd'hui, il faut que nous, les médecins, on se place déjà dans l'après-Covid. C'est vrai qu'on est dans l'urgence, on lutte contre le virus, mais préparer toute une population qui certainement, après le Covid, il y aura un retentissement psychologique très intense. Tout à fait. On a parlé donc de prise en charge aussi des enfants autistes. C'est très difficile. Vous en connaissez énormément, vous en connaissez un bout parce que c'est votre métier, vous les rencontrez tous les jours. Nous, on a eu des parents d'enfants autistes qui ont dû gérer cela. Ils avaient cette crainte et surtout cette alerte de dire c'est vrai qu'on n'a pas trop regardé de notre côté. On les a pratiquement abandonnés parce que ce sont des enfants qui ont besoin d'être entourés, qui ont besoin aussi de sortir. Ils étaient habitués à pouvoir faire une petite activité comme ça en dehors, bien sûr, des activités de la maison. Malheureusement, déjà l'autisme, déjà avec vous, c'est un trouble. Voilà, c'est un trouble. J'avais abordé ce sujet plusieurs fois. Je vous remercie beaucoup pour l'intérêt que vous portez à l'autisme. Déjà, c'est le parent pauvre de la médecine, ça il faut le dire. Alors, avec le confinement et la situation virale actuelle, il y a une rupture pour ceux qui ont la chance déjà d'être pris en charge. Une très grande partie n'est pas pris en charge. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Ils sont livrés à eux-mêmes.
Ils sont à la maison parce que l'enfant autiste nécessite une prise en charge pluridisciplinaire dans un milieu protégé, dans un milieu hospitalier. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce sont des enfants qui sont en train de grandir, ce sont des adolescents. Je ne vous dis pas les troubles du comportement. La rupture de soins a engendré chez eux un état d'anxiété, un état d'angoisse parentale. Et quand on les reçoit comme ça, parce qu'on assure toujours l'activité, oui, on l'assure parce que c'est des cas d'urgence. Quand vous avez un adolescent, un autiste de 14 ans, 15 ans qui se déchire, qui se mutile et qui casse tout la maison, vous n'avez rien à faire. Et les parents sont désarmés. Les parents sont désarmés et tout. Je crois qu'il y a un cri de détresse. Et je pense qu'il faut profiter de cette situation parce qu'il y a quelque chose de malheur, il y a quelque chose de bon. Moi, je souhaiterais, je proposerais qu'il faut tirer bénéfice de cette situation. Il faut arrêter de compter nos morts. Il faut faire un bilan. Il faut vraiment avoir une vision projetée à l'avenir dans tous les domaines. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un télescopage sanitaire, social et tout. Il faut revoir notre copie. C'est très important parce qu'on ne serait pas à l'abri d'autres pandémies, on ne serait pas à l'abri d'autres trucs. On l'a vu, la période du terrorisme, hein, les retombées psychologiques, le tremblement de terre. Et ça continue, c'est pas fini. Oui, c'est pas fini. Donc aujourd'hui, on a besoin d'un État fort. On a besoin d'une nouvelle Algérie. On doit se préparer. Parce qu'on a toujours ce mauvais réflexe. On s'est dit, ça y est, c'est passé, ça ne revient pas. Non. Et aujourd'hui, je crois qu'on a une chance inouïe de revoir notre copie, d'y aller encore plus loin. On a vu les tremblements de terre, on a vu les inondations, on a vu beaucoup de choses. Oui, ça engendre beaucoup de troubles. Hein. Pour certains cas, il y a par exemple qui peuvent provoquer aussi l'autisme chez certains patients, certains enfants aussi. Ça explique un peu, on a une population quand même traumatisée. Hein. On a subi tous des traumatismes de façon directe ou indirecte. Mais je pense que le Covid nous apprendra beaucoup de choses. Il faut qu'on apprenne cette leçon. Parce que si on n'apprend pas cette leçon, on n'avance pas. Alors, par exemple, si on devait donner des solutions à ces parents qui ont des enfants cloîtrés chez eux en ce moment, qui ont donc un handicap quelconque, que ce soit un handicap mental ou un trouble, par exemple, du comportement, comment est-ce qu'on peut gérer? Donnez-leur donc des conseils. Est-ce qu'ils peuvent sortir quand même? Oui, bien sûr. Le conseil que je donne d'abord, c'est les parents. D'abord, il ne faut pas qu'il y ait un effritement du couple. C'est très important, un effritement parental, ça c'est très important. Et ça c'est la tension qui fait que justement oui, c'est les la tension, il faut éviter ça, il faut que placer son égoïsme au réfrigérateur, comme on dit. Il faut y penser à ses enfants. Partage des tâches surtout. Partager, il faut qu'il y ait un relais, il faut qu'il y ait de l'endurance, de la patience, de la communication, un dialogue. Si vous avez un enfant qui a une déficience intellectuelle, je parle de tous les enfants hyperactifs, autistes, trisomiques, tout cela, j'ai vraiment une pensée à eux. Il faut faire un calendrier de prise en charge. Il faut les faire sortir parce que c'est pas possible. Il faut agir dans cette relation mère-enfant, père et enfant. Il faut créer un triangulaire, créer un espace de divertissement. Il faut le créer, il faut y aller le chercher, il faut être très créatif. C'est vrai que sur le plan théorique, c'est facile, je le dis sur un plateau, mais sur le plan pratique, être dans un petit F2 et avoir 2 enfants malades et tout, c'est vraiment... Mais je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'un soutien familial, on a besoin d'un soutien amical. Je le dis aux gens qui ont des enfants autistes aujourd'hui, faites-les sortir en prenant les mesures sanitaires. C'est pas... Voilà, faites-les sortir. Avec bien sûr un accompagnement des autorités locales aussi, hein, qui doivent aussi donner par exemple des autorisations de sortie exceptionnelles, par exemple pour cette frange de la société. Et je voulais attirer votre attention, l'intérêt aussi, l'attention de ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, le rôle des associations, le rôle de la société civile, il faut qu'ils reviennent. Les parents, ils ne peuvent plus. Hein. Ils peuvent plus. Le relais doit être pris par ces associations. Et aujourd'hui, c'est le moment ou jamais de voir ces associations qui travaillent et celles qui ne travaillent pas. Exactement. Parce que là, c'est une guerre. C'est une guerre sur tous les fronts. Donc, il faut être mobilisé. Et ceux qui ne sont pas mobilisés aujourd'hui, moi, franchement, je vous dirais... C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que beaucoup en souffrent malheureusement. Il y a d'autres cas, ceux par exemple des cas de schizophrénie, c'est encore des cas encore plus graves et si bien sûr la prise médicamenteuse est rompue, ça peut engendrer des cas très dangereux.
Pas uniquement les schizophrènes, c'est vrai, c'est une population quand même qui est à risque, mais il y a tous ces pathologies psychiatriques, des attaques de panique, des troubles bipolaires, des schizophrènes, des états anxieux, des états dépressifs, des burn-out. Tout ça, ça augmente en temps de Covid. Oui, parce qu'il y a une décompensation. Quand on sait que le stress est un facteur commun de rechute sur un mode comportemental ou sur un mode délirant de cette pathologie. Et aujourd'hui, on voit qu'ils ne sont pas hospitalisés parce qu'il y a un risque de Covid. Parce que le Covid, le problème, ceux qui décèdent et qui probablement sont impactés par les dégâts collatéraux du Covid sont plus importants que le Covid lui-même. Oui. Quand vous ne prenez pas votre traitement, vous ne voyez pas votre médecin, vous êtes en décompensation, certainement vous décompensez et puis après, vous ne trouvez même pas de place où être hospitalisé. Un schizophrène qui décompense sur un mode délirant, c'est dangereux pour lui-même et c'est dangereux pour la société. Ben oui, ben c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut trouver maintenant des palliatifs, des relais, comment prendre en charge toute cette population qui est en souffrance. Mais moi, je suis avant-gardiste. Il faut y penser ultérieurement. Il faut avoir 3 mois d'avance par rapport à la situation actuelle. Si on n'est pas dans le prévisionnel, on ne peut pas affronter. Parce que lui, le virus, la situation, elle est à une vitesse grand V. On ne pourra pas la rattraper. Donc il faut essayer de la dévancer. Pour la dévancer, je le dis, je l'ai toujours dit, la Covid c'est une situation où tout le monde est concerné. Tous. Tout le monde, vous, moi, les services de sécurité, les commissions, la société civile. Et l'urgence y est, parce que vraiment, c'est une situation inédite que tout le monde a appris à apprivoiser, tant bien que mal, pour pouvoir gérer une situation d'urgence. Absolument, parce qu'il y a urgence, donc il y a situation exceptionnelle. Il devrait y avoir des mesures d'urgence et surtout exceptionnelles. Et de toute façon, je rends hommage à tous ceux qui contribuent de façon directe ou indirecte, parce qu'il faut le dire, la situation est très sérieuse. En premier lieu, le personnel médical, bien sûr, qui souffre avec ces combinaisons donc, de protection. En ce moment, il fait très chaud, donc travailler avec ces protections, c'est très, très difficile. Donc, on leur rend hommage et surtout, la population n'est pas suffisamment consciente pour pouvoir aussi se prémunir d'abord pour essayer donc, de stopper des cas donc, de propagation au niveau des hôpitaux. Peut-être qu'il faut saisir cette occasion pour dire rappeler que le virus, il est là, il est présent, il est peut-être plus dangereux qu'avant. Il faut faire très très attention. Je demande à la population algérienne de prendre conscience, de vraiment de prendre conscience que ce virus, il est mortel. Il est extrêmement dangereux. Et surtout qu'aujourd'hui, encore une fois, les gens voient leurs proches décédés. Il faut surtout pas les approcher. Il y a cette quarantaine, il faut vraiment enterrer aussi ces morts dans des conditions aussi jamais vécues. Donc c'est très difficile à gérer. L'impact est cruel, on va dire. Si on veut arrêter ce massacre, il faut se prémunir. Il faut y penser à l'avant. Il faut que tout le monde prenne ses dispositions de barrières sanitaires. Il faut que ce virus parte le plus tôt possible. Mais il ne peut pas partir tout seul. Il faut le chasser. Pour le chasser, c'est la prévention. Exactement. Et surtout, s'éloigner les uns des autres, ne pas se rapprocher, éviter, bien entendu. Tout ceci, on le rappelle tous les jours, mais il faut continuer à le rappeler. On va voir ensemble. Vous savez qu'il y a donc du personnel médical qui, malgré ça, pour essayer donc de travailler sur leur stress et essayer donc de trouver des solutions. Il y en a qui arrivent à trouver d'autres alternatives pour essayer de vivre quand même avec ce Covid-19. Eh bien, il y a donc une qui est donc dans le domaine médical, médecin, elle s'appelle Houria Chaaban. Elle fabrique donc des poupées, petites poupées, et pour essayer donc de travailler son stress, pour reprendre son travail avec beaucoup de dynamisme. En tout cas, on la salue. C'est Yamina Saïdji qui l'a rencontrée pour nous. Regardez. Des poupées, des sacs et toute une palette d'objets déco confectionnés avec amour par Houria Chaaban, médecin généraliste au CHU de Blida. Ce médecin qui a une âme d'artiste passe des heures à recycler le plastique et à manier le crochet, une passion développée via YouTube. Depuis 2 ans, j'ai découvert le recyclage des sachets en plastique. J'ai vu des tutoriels sur YouTube et comme c'est pas ce qui manque chez nous, voilà, je fais des sacs, des petits paniers pour enfants, un paillasson, voilà, ça c'est un paillasson,
Et ça, c'est un sac pour un panier pour des pinces à linge. Le créneau qu'elle a choisi est créateur de richesse et d'emplois, d'autant plus qu'elle se dit pleinement disposée à former des femmes et même des hommes dans ce domaine. Et puis, on peut créer de l'emploi avec ça. On pourrait faire une entreprise pour donner de l'emploi à des femmes, des gens qui vont collecter, qui vont nettoyer et qui vont faire de très jolies choses. Moi, j'aimerais bien apprendre à des femmes ou des hommes, pourquoi pas, il y a des hommes qui font du crochet, et à faire de très belles choses avec quelque chose qui n'est pas cher du tout et qu'on trouve partout. Voilà. Et puis, au moins, on va nettoyer nos rues, nos arbres qui sont pleins de sachets. Si la médecine est pour Houriya une vocation, cette activité artisanale est comme une seconde nature qu'elle a su cultiver au fil des ans. Un engouement qui n'est pas près de s'éteindre. En tout cas, voilà un bel exemple pour essayer aussi de travailler sur son stress et essayer donc de trouver des solutions comme ça rapides. Ça, c'est donc un exemple donc, de médecin. Il y a d'autres personnes qui travaillent aussi leur stress de manière objective. C'est un booster peut-être qui va donner de l'énergie pour continuer. Ben oui, le stress, la meilleure façon de lutter contre le stress, c'est de l'autogestion. Oui. Donc chacun, il a un don peut-être caché. C'est une force de caractère aussi. C'est la résilience aussi. Donc chacun de nous, il a une force, mais cette force peut-être, il faut l'exploiter. Il faut vraiment l'exploiter. Quand on voit une dame qui fait tout ça, franchement, d'abord sur le plan écologique, elle apporte un plus, en plan environnement. Et c'est un bien-être après, personnel, parce qu'elle travaille sur l'environnement. Ben oui, on a vu aussi parmi les choses positives du Covid, sur le plan universitaire et sur le plan création et tout, beaucoup de jeunes ont explosé. Exactement. C'est-à-dire il y a eu un dent et ça a permis un peu de crever l'abcès. Et c'est une chance inouïe. La capacité de notre jeunesse, on l'a vu dans l'urgence, ils se sont très vite rassemblés, très vite aussi travaillé sur des innovations. Donc ça a été aussi ce côté bénéfique, on va dire. Il y a ce côté, il y a de la créativité. Maintenant, il faut capitaliser et surtout exploiter ce potentiel humain. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, si l'après-Covid, tout s'arrête et la vie devient normale, c'est comme si on n'a rien fait. Et aujourd'hui, dans tous les domaines culturels, scientifiques, universitaires, médiatiques, tout ça, il y a des gens, il y a des compétences qui sont en train d'émerger. Il y a de la création, il y a de la bonne volonté. Ça veut dire, vous savez, quand il y a de la créativité, ça veut dire c'est vivant. Quand il y a un fleuve, l'eau circule pas, l'eau va être polluée. Ça va stagner, donc ça va puer, excuse-moi du terme. Mais là, il y a de la créativité. C'est-à-dire, regardez le potentiel de l'Algérien. Malgré dans une crise, il y a quand même, il y a de la créativité, il y a du travail qui est en train. Donc ça bouge, c'est mouvant. Et ça, c'est très important pour nous. Donc tout ça, c'est des indicateurs sur lesquels la société civile doit s'inspirer et sur lesquels aussi il faut les motiver, ces jeunes, toute cette population. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui ont montré leur travail aujourd'hui, il faut les rentabiliser. Pas peut-être matériellement, mais psychologiquement. Bien sûr, les valoriser. Valoriser, c'est très important. Parce que quand vous donnez, vous n'êtes pas valorisé, ça c'est l'humain. Narcissiquement parlant, vous prenez un coup. Exactement. Mais revenons au stress. Je pense qu'aujourd'hui, si ce stress continue, il est constant, il ne faut pas rester dans cette morosité du stress. Il faut vraiment lutter. C'est difficile, je sais que c'est difficile, mais il y a beaucoup de gens qui y arrivent. Une activité sportive journalière, écoutez, vous habitez un quartier, vous mettez votre bavette, vous faites quelques tours. Vous, tout seul, en solo, vous n'êtes pas obligé de jouer au foot avec... Là c'est dangereux. Mais vous prenez votre bicyclette, vous tournez. Je ne sais pas, chacun de nous trouve le moyen. Mais surtout durant cette période estivale où il fait très très chaud, il faut chacun de nous trouve le moyen de lutter contre le stress. Et puis bien entendu, travailler aussi sur ces personnes qui quand même malgré tout continuent à travailler. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir aussi assurer une activité. Il y a eu le télétravail qui a été très difficile pour certains, pénible parce que ce sont des heures quotidiennes à rester en face d'un ordinateur, assis sur une chaise et ne pas bouger comme d'habitude dans un bureau. On peut aller dans un autre bureau, communiquer avec ses collègues, etc. Le télétravail aussi a un impact considérable. La téléconsultation, on a découvert le travail à distance, la consultation à distance. Avant le Covid, on ne parlait même pas de ça. C'est ça. On ne connaissait même pas. Et aujourd'hui, par exemple, je dis, on prépare une rentrée universitaire, ça m'a fait plaisir
plaisir hier d'entendre à la télé, de préparer vraiment la rentrée universitaire avec un système de téléenseignement. Ça, c'est inédit. Donc, si on arrive à faire ça, on va diminuer beaucoup de choses néfastes qu'auparavant, peut-être on ne connaissait pas. Donc, le Covid, il faut le positiver. Parce qu'il faut toujours regarder la bouteille à moitié pleine. Il ne faut jamais être négatif. Il faut persévérer. C'est vrai, c'est endeuillant quand on perd des Algériens. Ça, c'est vraiment, ça nous touche. Mais bon, c'est ça les pandémies. Hein. De toute façon, c'est ça les guerres, c'est les aléas de la vie. Voilà, on n'a jamais vécu une pandémie pareille. On entendait parler de ce mot. Pandémie, il y a eu des épidémies, il y a eu bien entendu des craintes dans certaines épidémies. On voyait ça à la télé. On voyait ça à la télé. C'était Hollywood. Quand la pandémie est arrivée et elle nous est tombée dessus, il fallait gérer, bien sûr, avec différents apports, bien sûr, pour cette pandémie. Alors, pour parler justement du cas des enfants, aujourd'hui, les enfants, comment expliquer aux enfants qui sont jeunes, qui comprennent, mais qui apprennent aujourd'hui un nouveau vocabulaire, ils ont un nouveau vocabulaire, un nouveau lexique, surtout, hein, la pandémie, la Covid, qu'est-ce que c'est, les gestes barrières, le gel hydroalcoolique, tout ça, c'est nouveau pour eux. Et comment leur expliquer de ne pas pouvoir sortir, aller à la paire, par exemple? Oui, ça, nous, en tant que pédopsychiatre, on l'avait dit déjà dès le début de la pandémie. C'est-à-dire, il y avait des gens qui sont contre, non, il ne faut pas parler, il ne faut pas... Non, au contraire, au contraire, il assimile. Mais après, et il absorbe aussi le stress des parents. Il absorbe tout, il écoute tout, il est dans l'émotion. On a découvert des enfants extraordinaires. Hein. Moi, mon fils qui a 6 ans aujourd'hui me dit, papa, la Covid va partir quand? Il connaît c'est quoi, parce qu'on lui a expliqué que, avec une manière, bien sûr. Donc, ça fait depuis le mois de mars, on a sensibilisé à travers les plateaux télé. On vous remercie énormément pour le travail que vous faites. Donc, à travers les écrits, à travers les consultations, de parler à ces enfants. Heureusement qu'on l'a fait, parce que pour les gens, ça allait durer un mois. Non, on ne sait pas, ça peut durer une année. Hein. Exactement. Ça et peut même durer au-delà. Au-delà. Parce que le virus mute, malheureusement, et donc on ne sait même pas si cette pandémie va s'arrêter un jour. Hein. Absolument. Donc il faut côtoyer ce virus, mais en même temps côtoyer ces enfants au virus aussi. Donc aujourd'hui, beaucoup d'enfants, franchement, ça fait plaisir quand ils viennent aux consultations, quand on discute avec eux, ils ont vraiment pris conscience que c'est un virus, il faut mettre une bavette. Quand je demande à un enfant de 6-7 ans, il me fait des schémas sur le... C'est extraordinaire. Ils savent surtout que c'est dangereux. Donc heureusement, et je le dis à travers ce plateau... Il y a des enfants qui disent je ne vais pas acheter parce que je n'ai pas l'âge, il faut de moins de 16 ans, ils ne sortent pas, par exemple. Vous savez, je vous parle de mes enfants. Il y a 3 mois, quand je sors faire mes courses, ils sont pressés de venir avec moi. Je leur dis non, c'est dangereux, il y a le corona. Aujourd'hui, j'invite mes enfants à m'accompagner. Non, papa, on ne vient pas parce qu'il y a risque de corona. Vous voyez comment la sensibilisation a été faite. C'est ce qu'il faut faire. Exactement. Et puis parler aussi de la prise en charge. Vous, en tant que psychiatre, pédopsychiatre, vous avez aussi des cas psychiatriques aussi à gérer, des urgences psychiatriques, et vous devez faire face avec la crainte donc de cette pandémie aussi qui est là. Elle est dans la rue, elle est partout. Ah oui, on a beaucoup d'urgences. On a beaucoup d'urgences. Ce qui me vient à l'esprit, c'est un peu ces adolescents. Moi, j'attire un sonnette d'alarme de penser à cette frange de la société. Vous savez, l'adolescent, déjà, il est dans un état de vulnérabilité. Donc, le Covid les a vraiment fragilisés. On voit beaucoup de tentatives de suicide. J'attire la sonnette d'alarme de prendre en charge ces adolescents. Moi, je l'ai dit, ça fait plus de 3 ans. Créer des centres. Quand je vous dis, il n'y a pas un centre de prise en charge, d'hospitalisation des adolescents en crise, il n'y a pas un centre en Algérie. Quand on sait qu'à peu près, il y a 12 millions d'adolescents en Algérie, ils ne sont pas pris en charge. Moi, ça m'écoeure de voir une adolescente en tentative de suicide. Je suis désarmé, je ne peux rien faire. Je n'ai pas où la mettre. Bah, écoutez, maintenant... Il y a une prise en charge, mais si vous la remettez aussi... Non, mais elle nécessite dans la rue, une hospitalisation. Bien sûr. Une fille de 14 ans, un adolescent de 14 ans, où est-ce que je vais le mettre? Je n'ai même pas une structure d'hospitalisation. Il n'est pas adulte, il n'est pas enfant. Alors, qu'est-ce que je fais? Je donne un traitement, il va chez lui, il va se suicider. Et aujourd'hui, je pense que, voilà, parmi les aléas, puisque vous parlez d'une prise en charge d'urgence, parmi les cas auxquels il faut y penser, ce sont ces adolescents. Parce qu'un adulte, il comprend. Il n'est pas dans un état de vulnérabilité. Quand vous avez une adolescente,
avec des troubles psychologiques liés au divorce parental, et entre autres, ça c'est un autre débat. Vous avez une personne vulnérable. Toutes sortes d'addictions aussi. Alors là, les addictions... Justement, aujourd'hui, on voit beaucoup d'addictions, on voit beaucoup d'overdoses, on voit beaucoup d'arrêts cardiaques, on voit surtout un phénomène nouveau, enfin nouveau non, mais qui est saillant aujourd'hui, c'est l'automédication. Les gens prennent des médicaments, des psychotropes pour se calmer. Parce qu'il faut savoir aussi, les gens ne dorment plus. Les adolescents ne dorment plus. Voilà, et donc ils ne dorment pas, il y a de l'automédication, et ça c'est dangereux. Donc vous voyez, la Covid, elle a vraiment fait un télescopage, et il est temps aujourd'hui de décanter les choses. Et que chacun, attention, et surtout faire confiance aux professionnels. Exactement. Restez avec nous, on va voir ensemble un reportage. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde est obligé de porter ces fameuses, donc, comme on les appelle communément, les bavettes, mais on dit les masques. En vérité, c'est donc les masques de protection pour essayer donc de stopper cette propagation. Si vous êtes malade, pour éviter de contaminer votre voisin. Et si, bien sûr, vous ne l'êtes pas, ça vous permettra d'être protégé vous-même. Alors, regardez comment certaines personnes... respecte ou pas le port de masque, et surtout, regardez, c'est un reportage signé Badi Armani. Beaucoup portent correctement leur masque de protection en suivant scrupuleusement les orientations des spécialistes. D'autres néanmoins persistent à les ignorer, chose que tous peuvent constater de visu au quotidien. Pour certains, c'est sur leurs doigts qu'ils préfèrent accrocher leur bavette. Ils la portent au niveau du menton, la mettent dans leur poche ou encore autour du poignet. J'ai reçu un appel au téléphone, je suis sorti sans bavette. Ah là là, parce qu'on est là. J'ai une bavette sur moi, mais je ne la porte que lorsque je rentre dans un commerce. On essaie de transmettre l'information à nos clients sur le port obligatoire du masque. Certains l'acceptent et d'autres non. Paradoxalement, beaucoup de personnes occultent sciemment les mesures barrières, même si elles sont conscientes de leur importance et de la gravité de la crise sanitaire, et leurs excuses sont nombreuses. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je ne porte pas mon masque. Il fait chaud, c'est pour ça que j'ai mis mon masque sur le menton. Lorsque je porte un masque, j'étouffe car j'ai un problème au niveau du nez. Je porte souvent ma bavette, mais pas toute la journée car elle m'étouffe. Ça dépend des personnes. Certains supportent la bavette tandis que d'autres non, surtout en pleine chaleur. Une catégorie de la population s'obstine pour sa part à nier catégoriquement l'existence même du virus. Personnellement, je ne crois pas vraiment à cette maladie. J'entends les chiffres des 475 décès, mais je ne connais personne dans mon entourage qui en est mort. On sort parce qu'on est obligé de travailler. Au vu du nombre des cas confirmés de Covid-19 qui ne cesse d'augmenter ces derniers temps, la vigilance reste de mise pour éviter toute contamination. Affolant, parce que beaucoup des personnes comme ça qu'on rencontre dans la rue vous disent on n'y croit pas trop parce qu'il n'y a aucune personne de mon entourage qui a été touchée. Donc c'est peut-être une forme c'est une réaction comme ça. C'est un mécanisme de défense naturel chez l'individu, mais là il devient pathologique. Vous savez, là quand vous faites un déni sur une situation mortelle, c'est qu'il y a un problème. C'est que vraiment chez les individus il y a un problème. Il n'y a pas que le déni, d'abord il y a un problème de responsabilité, d'irresponsabilité, un problème de laisser aller. Ces gens-là, je crois que c'est pas un modèle. C'est pas du tout un modèle quand quelqu'un... C'est des suicidaires. C'est un équivalent suicidaire, c'est ce qu'on appelle un suicide altruiste. Parce que... Égoïste. Égoïste. Il va se suicider même les gens qui sont avec lui. Moi je dis, franchement je le dis, quand ces gens-là vous disent, voilà, moi j'y crois pas, je lui dis, est-ce que vous êtes prêt à faire la bise à quelqu'un qui a le corona ? Oui, voilà, il faut maintenant dans la fin, il vous dit non. Ah, voilà, ils ont peur quand même. Ils ont peur, voilà. Donc quand vous mettez ces gens-là devant le fait accompli, ils ont peur. Maintenant, il faut saluer les gens qui sont dans le confinement, ils sont dans le respect, vraiment, parce que ces gens-là qui ne respectent pas, ils ne sont pas majoritaires, ils sont minoritaires, mais ils sont virulents dans le fait de véhiculer la mauvaise information. Ils ne font que ça, de la désinformation, ce virus n'existe pas, Et les gens qui respectent,
Au contraire, eux, ils véhiculent rien. Au contraire aussi, ils ont peur. Bah, non, c'est à nous de faire ce travail, de véhiculer, de dire que ces gens-là, c'est pas un modèle. Et que, je l'ai toujours dit, les gens qui ne respectent pas la force de la loi doivent rentrer en vigueur, mais avec respect. C'est-à-dire que toutes ces amendes, enfin tous ces contrôles, j'avais parlé même des brigades sanitaires, des brigades sanitaires, pas de répression. Il faut qu'on se fasse comprendre. Il faut que ça soit... Pour ça qu'aujourd'hui... D'abord informatif, ensuite conseil, etc. Il y a tout un travail à faire et c'est pas trop tard, parce que quoi qu'on dise, la situation n'est pas très alarmante. Mais je reste toujours le prévisionnel. C'est-à-dire aujourd'hui, on est presque 500 cas. Si on ne prend pas des mesures, ça va augmenter en exponentiel. Donc ces gens-là, c'est pas un modèle. Il faut pas les suivre. Il faut, vous, les médias, vous avez un rôle extrêmement important. Peut-être aussi, vous me permettez, le contenu de la communication doit complètement changer. Il faut que ça soit un contenu caustique. Caustique. Faire peur. Ben oui, faire peur et alerter. Alerter un peu cette population. J'ai vu que quand même les médias ont changé un peu de stratégie. Il faut y aller, il faut continuer. Et surtout, il ne faut pas s'arrêter. Voilà, exactement. Et puis, bien entendu, parler de ces personnes aussi qui ont le contraire, c'est les hypochondriaques qui ont peur donc de se soigner, les stresser à l'extrême. Vous me donnez la perche parce que vous savez, ce virus-là, ce corona, et donc chez la population générale, il y a 3 catégories. Alors, ceux qui sont dans le déni, comme on a vu à la télé, complètement, ils vous disent, moi, je ne crois pas, Il y a quand vous et moi, on a peur, mais on n'est pas dans, on n'est pas dans l'excès. Mais il y a ceux aussi qui sont dans l'excès. Il y a des gens qui ne sont pas sortis, ils n'ont pas ouvert la fenêtre depuis 5 mois. Vous voyez, donc ils scotchent la maison, et ça, c'est les troubles obsessionnels, c'est les tocs, c'est les hypochondriaques. Ça va engendrer beaucoup plus de troubles. Et ceux qui étaient vulnérables, ils sont devenus vraiment dans la maladie aujourd'hui. Ces gens-là, c'est dangereux. Moi, j'en connais. Vous avez eu des cas? J'en connais quelqu'un, je l'ai déjà cité sur un plateau télé. Sa femme avait un néo. Donc un cancer, donc il voulait tellement la protéger parce qu'elle était en immunodéficience, donc il voulait vraiment la protéger. Alors le mec, il avait 65 ans, donc il fermait la porte et laissait personne rentrer, c'était de l'eau de javel tout le temps, vraiment, il a accumulé un stress, et puis c'est lui qui était décédé d'un arrêt cardiaque, alors qu'elle, elle est en vire, béton fermera. Pour vous dire un cas, effectivement, quand on accumule le stress, et là je le dis, c'est un stress continu et constant, donc il monte en crescendo. Voilà, il voulait protéger sa femme, chose qui est naturelle, et il a payé de sa vie tout ce stress, il ne dormait pas, il avait peur qu'il perde sa femme, et après c'est lui qui est parti comme ça, un arrêt cardiaque, qui est mort du stress et pas du corona. Ça, je peux l'attester. Il y en a beaucoup de cas comme ça. Donc, les gens qui veulent se protéger à l'extrême, c'est dangereux aussi. Donc, je dis, il faut vraiment prendre le milieu. Un juste équilibre dans la vie. C'est pas pour autant qu'on a cessé de travailler. Vous travaillez et je travaille. Mais je prends tout le temps mes précautions. J'essaye d'éviter au maximum. Et quand ça arrive, ça arrivera de toute façon. Les masques de protection et surtout les bons masques de protection. Ne pas utiliser donc des masques de mauvaise qualité. Si vous les faites chez vous, essayez donc d'utiliser et de doubler le tissu. On a eu plusieurs fois à vous montrer donc des petites démonstration de fabrication de masques, c'est tout simple. En tout cas, ça donne des solutions. Si vous ne trouvez pas cela dans le commerce, vous pouvez au moins trouver cette alternative. Chose qu'il faut dire, j'insiste vraiment, je mettrai le curseur là où il faut. Ce sont des gens asymptomatiques qui sont dangereux. Il y a des gens, ils n'ont rien du tout. Une bonne partie des gens qui portent le virus, ils sont sains, ils sont porteurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est le dépistage systématique de toute une population. C'est vrai que c'est un coût, mais c'est ce qu'il faut faire parce que c'est pas possible. Vous êtes peut-être moi aujourd'hui, je sais pas, peut-être vous, mais ça c'est pour dire aux gens que faites très attention. Et encore, il faut faire très attention. C'est la confiance, parce que aujourd'hui, je vous fais confiance. Non, je dis voilà, vous êtes saine et tout. Mais peut-être vous couvez un virus et vous risquez de me contaminer et de contaminer toute une population. Heureusement, aujourd'hui, on a pris d'autres habitudes. On ne serre plus les mains, on plus d'embrassades, on va plus vers la personne, les accolades, etc. Restent toujours, bien sûr, ces habitudes. Aujourd'hui, tout le monde se lave les mains. Il y a les gels hydroalcooliques pour essayer donc d'endiguer cette propagation. Mais toujours est-il que ces aérosols, on nous dit qu'ils persistent encore. Ces aérosols qui sont dans l'air, qui pourraient aussi
se déplacer d'une personne à une autre qui pourrait être aussi contaminante. Gravement contaminante. C'est pourquoi il faut porter les masques moins continuellement. de contacts possible. C'est ça. Vraiment moins de contacts possible. Aujourd'hui, quand vous voyez les gens sont des fêtards, ils font les fêtes, c'est un suicide altruiste, c'est un équivalent suicidaire. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui aussi, on parle de l'Eid Kbir, vraiment avec beaucoup de prudence. Les gens vont essayer aussi de célébrer cette fête religieuse, qui est une fête aussi très, je veux dire, la population est très attachée à cette tradition, la religion aussi. Vous savez, dans la vie, il y a deux choses. Il y a l'essentiel et l'accessoire. Aujourd'hui, la lutte contre le Covid, elle est plus importante que l'Aïd. L'Aïd, il sera dans le cœur. C'est vrai. Voilà, il sera dans le cœur. Aujourd'hui, la priorité, c'est de lutter contre le corona. Et maintenant, l'Aïd, désolé de le dire, il devient accessoire. On le fêtera avec cœur, avec amertume, parce qu'on veut vraiment le fêter. Surtout la fête de l'Aïd, c'est le mouton, c'est les enfants, c'est le partage, c'est vraiment... Bien sûr, les visites familiales. Mais ce que je dirais, l'Aïd, il va revenir l'année prochaine. Mais si vous chopez le virus, vous êtes sous terre, vous n'assisterez pas l'année prochaine. C'est ça que la population doit mettre en tête. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. Professeur Majid Tapti, je rappelle que vous êtes pédopsychiatre et chef de service à l'hôpital psychiatrique de Cheraga. Merci beaucoup pour toutes ces informations que vous nous avez données ce matin et surtout ces conseils. On vous a gardé longtemps. Mais c'est très important de faire passer le message à la population et surtout tous ceux qui nous regardent régulièrement à travers nos émissions. Et j'espère que ce sont donc des émissions utiles et informatives pour la population, surtout en temps de pandémie. Merci beaucoup. C'est moi, merci à vous. À très bientôt. Très bientôt. Eh bien, on va vous offrir une petite détente musicale, même si vous n'allez pas à la plage. Eh bien, la plage vient à vous à travers notre petite lucarne. Et regardez, c'est rythmé après. Voilà, une petite oxygénation avec cette belle chanson et surtout au bord de mer. Ça fait toujours plaisir et comme je l'ai dit, même si la mer, vous n'allez pas y aller cet été, au moins la voir de loin et aussi au moins la voir à travers notre télévision. Eh bien, on l'accueille comme il se doit. Monsieur Benachnou ne va pas dire le contraire. Bonjour, Monsieur Benachnou. Bonjour, صباح الخير. صباح الخير, وش راك?
Ça va, pour le moment, ça va. En attendant de tirer la sonnette d'alarme et surtout crier fort aujourd'hui. Avec nous également Myriam Laribi, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Alors vous êtes toujours dans le bénévolat, on vous connaît, vous êtes venu plusieurs fois sur notre plateau pour parler de cet élan de solidarité que vous avez mené bien avant le Covid et ça continue aujourd'hui avec le Covid bien sûr. La Covid, ça a été d'autant plus, vous êtes la fondatrice de l'association Hope des Aides, marhaba bik. Merci beaucoup. Voilà, et on va parler santé tout de suite. Allez, on y va avec vous, Monsieur Benachnou. Chaque semaine, vous êtes là avec nous 2 fois par semaine. Ça continue à informer, ça continue à décrier aussi certaines choses. Et bien entendu, aujourd'hui, on va parler de cette courbe ascendante qui monte. Qui monte, c'est ça le problème. Oui. Et le pire, c'est que c'est une courbe ascendante mondiale. Tout à fait. Recrudescence des cas. Et hier, le pays qui a, entre guillemets, très bien réussi la gestion, l'Allemagne, hier, le ministre de la Santé allemande en personne a annoncé que les temps sont durs, qu'il y a une augmentation. Tout à fait. Parce qu'il y a eu un véritable relâchement. Il y a donc les vacances, les départs en vacances, c'est l'été. Donc, qui dit été dit aussi détente et soleil. Les gens sortent sans même se protéger. Mais il y a aussi le fait que ce côté diabolique du virus. Oui. Hier, il y a eu un petit relâchement. Mais il y a une mutation. Et c'est ça le propre des virus, c'est le gros problème des virus en dehors du corona, c'est cette capacité à muter, à changer. Et le virus n'est plus dangereux. Il est dangereux dans une partie, on a la propagation, la contamination. C'est ça où c'est dangereux. La vitesse de propagation. Et pour faire un petit peu le scientifique, ça va augmenter ce qu'on appelle le R0. Ça ne veut rien dire, il ne faut pas tenir compte. Le R0, c'est le premier cas Le R0, c'est la capacité de contaminer d'autres personnes. Chaque porteur de virus, porteur je dis, même s'il n'a pas de signe clinique, c'est ce qu'on appelle le porteur sain, il est en bonne santé, il est beau gosse, il est tout ce qu'on veut, mais il est contaminant, c'est le contaminateur, c'est ça. Donc chaque porteur de virus contamine 3 personnes. Et chaque personne de ces 3 personnes va contaminer à son tour, donc ce qui fait que ça augmente. En général, pour simplifier, ce R0, c'est des calculs épidémiologiques, tout ça, il doit être inférieur à 1. Mais il semblerait que ce 1 est présent et il augmente. Donc, il faut faire attention. Et cette accélération de la contamination que l'on remarque, elle est très dangereuse, la contamination. Pourquoi je parle de la contamination? C'est pour ça qu'il faut mettre les gestes barrières. Parce qu'on ne le répétera jamais assez, le virus ne peut pas se déplacer. Il faut qu'il utilise l'être humain, qu'on soit homme, qu'on soit femme, l'être humain, et maintenant qu'on soit jeune ou âgé. C'est tout le monde, parce que les jeunes, c'est ça qui est important. La majorité porteur sain, et quand il rentre à la maison, il sort dehors, il est porteur sain, il va voir son père, sa mère, sa grand-mère, des personnes âgées, surtout ayant des maladies chroniques, il les expose encore plus. Vous voyez cette liaison diabolique. Je crois qu'il y a un film qui sont là. Liaison diabolique. Peut-être un titre. Mais en tout cas, ce qui fait peur, c'est qu'aujourd'hui, le personnel médical est éreinté, fatigué, et il doit faire face à cette recrudescence, bien sûr, donc de cette Covid-19, qui aujourd'hui enregistre énormément de cas par jour. Tous les jours, hier, c'était 494 cas. Et avec 7 décès. Pour vous dire, vous dire, je n'aime pas beaucoup les chiffres. Ce qui est important, il ne faut pas que l'on alimente les chiffres.
C'est ça. On est en train d'alimenter. Il faut donner les chiffres pour faire peur, justement. Pour faire peur. Et il faut, le jeu maintenant, c'est de diminuer. Il ne faut plus alimenter les chiffres. Peut-être que demain, ça sera vous qui ferez partie de ces chiffres, hein, parce que vous serez contaminé. Donc, il faudra faire très attention. Aujourd'hui, peut-être que vous avez été épargné, ce que je voulais dire, mais peut-être que demain, vous ferez partie de cette courbe ascendante. Et je vois sur les réseaux sociaux ce qui est important. J'ai dit, c'est bien fait ce qui nous arrive. Mais le côté chah, je le dis parce que je suis algérien, je suis médecin, dans notre tradition, on dit à quelqu'un, avec l'arrière-pensée, la prochaine fois tu feras attention. C'est chahfina, je le dis, ce qui nous arrive, parce que j'espère que ça sera une façon de prendre encore plus conscience du danger. Quand je lis dans les réseaux sociaux que ce virus n'existe pas, que c'est... Oui, on l'a vu dans le reportage. Moi, j'aimerais bien décrire la réalité. Il ne faut plus sensibiliser simplement, décrire une réalité. J'ai vu quelqu'un, et j'ai été touché dans mon propre... j'ai un cousin qui est mort de ça, quelqu'un merveilleux, et 2 amis très proches, des gens au service de... Surtout un qui était dans une association, et qui a été contaminé, qui est mort. 3 très proches de moi. Il faut voir ceux qui disent que c'est pas vrai et tout. Moi, j'aimerais bien qu'on leur montre, pas une image, par une image, il y a une distanciation. Il faut de près. Il faut voir quand quelqu'un, je m'excuse, hein, c'est la réalité, avec un tuyau dans l'anus, avec un tuyau au niveau de son appareil urinaire, pour pas dire autre chose, des tuyaux qui peuvent être dans le nez, des tuyaux là, et surtout, imaginez-vous, recouverts d'un plastique. C'est ça. Moi, j'aimerais bien que ceux qui donnent des explications, là, il faut voir, je le souhaite à personne, mais à la limite, vous êtes le cœur arraché en voyant quelqu'un sur un lit de réanimation, et c'est terrible, vous ne savez même pas s'il va. Exactement. Et ensuite, même quand il meurt, même le mort n'échappe pas. Il est loin de la compassion de ses parents. Vous êtes isolé, vous n'avez le droit de recevoir personne, même les plus proches. Attention, plus proches. Un ou deux, trop loin. Et surtout, on va vous mettre dans un truc, à l'étranger, on met dans des cercueils en carton. Et on verse au-dessus de vous. Essayez de la chaux, le dire. Donc moi, quand je dis « shahfina », c'est parce que c'est ces images-là, les gens qui parlent à la légère, j'espère que Dieu les accueille dans son paradis, que ces morts-là ne soient pas morts pour rien du tout. Voilà, et surtout le personnel médical qui a souffert pendant toute cette période et qui s'est sacrifié. Il y a des médecins. Et bien sûr, des gens qui ne sont pas rentrés chez eux, des gens qui se sont sacrifiés, qui sont morts. Aujourd'hui, beaucoup des jeunes médecins, 25 ans, qui ont un enfant récemment marié, qui ont eu un enfant. Et on s'arrête de dire pourquoi il dit chah et pourquoi le virus, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Et les mesures, le virus dans le monde entier, et nous faisons partie du monde. C'est pas une situation algérienne, je sais pas trop quoi. C'est faux. C'est mondial. C'est mondial. Et regardez, imaginez-vous, moi je suis pour des visites dans les services de réanimation. Comme l'a dit professeur Tapti, prenez cette personne qui vous dit Makash Menha et ça n'existe pas, etc. Allez-y, faire une bise par exemple à une personne malade, il vous dira non, j'ai peur. J'ai vu des gens à l'entrée de l'hôpital. Qu'est-ce qu'ils disent? Ceux qui disent Makash Menha ou Kulish. Allez, viens, on va à l'hôpital. Je t'assure, on pourra rentrer. Tu vois, un petit peu freiné. Bah oui. C'est... Exactement. C'est des réactions qu'il faut peut-être encore rappeler aussi à cette population qui sont toujours dans le déni. Et ce qu'il y a de bien, pardon, vous m'avez fait rappeler, des puissants, un chef d'État, de la plus puissante, l'Amérique, qui rejetait ça, qui disait c'est pas vrai tout ça. Hier on l'a vu porter le masque. Il n'y a pas pire que lui. Ça c'est mes propos à moi. Il n'y a pas pire que lui qui disait c'est pas vrai, c'est de là. Le deuxième président d'un grand pays d'Amérique latine
qui lui disait il n'y a pas de truc, il a lui-même été touché et il a été un grand pays intelligent, la Grande-Bretagne. C'est ce qu'on appelle les coronasceptiques. Les coronasceptiques et qui rejetaient et qui sont revenus à la réalité. Comment se fait-il que des gens chez nous, on va voir justement pour ceux qui ont cru, bien sûr, tout de suite et ont réagi tout de suite, comme les associations qui sont nombreuses. Vous, Mariam, qui était au devant de la scène aussi, avec prise de risque pour aller vers les personnes donc, qui en avaient besoin. Vous avez continué à le faire? Exactement, tout à fait. Alors bonjour, pour une deuxième fois. Alors notre programme Curchou, c'est-à-dire on a continué de travailler avec les médecins et avec bien sûr les SDF aussi, qu'on les a pris en charge depuis le mois de Ramadan jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, notre travail est continué et aussi, c'est-à-dire avec les médecins et avec le travail qu'ils le font pour la lutte contre le coronavirus. Donc ce qu'on a remarqué, c'est vrai que les médecins souffrent vraiment. C'est-à-dire quand ils rentrent pour déjeuner ou pour le dîner, c'est-à-dire on les rencontre et on parle avec eux, bon, tout en respectant la distance sociale et les barrières. Voilà. Et ce qu'on a remarqué que la propagation de la maladie ou de pandémie coronavirus est vraiment, c'est-à-dire à nos jours, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens, ils ne respectent pas et c'est-à-dire ils vivent, ils sortent, ils rentrent plus normal du monde sans respecter. Donc, le virus, bien sûr, vous avez vu des malades. Prend de plus en plus de place. Car c'est-à-dire l'expérience qu'on a vécue, normalement, que voilà. Mais ce qu'on a remarqué que... Alors vous avez donc déployé toute votre force, vous avez pris aussi beaucoup de risques, hein, parce qu'en temps de confinement, vous étiez quand même dehors, vous alliez vers aussi la population qui ne pouvait pas se déplacer, vous avez offert donc des repas chauds donc, à beaucoup de personnes. Pour les SDF, et jusqu'à aujourd'hui, on distribue les repas chauds. On a gardé uniquement les SDF car ils sont à l'extérieur. Aussi, on distribue chaque jour les bavettes, comme ça pour... c'est-à-dire c'est ça, c'est les sensibiliser. Les sensibiliser, merci. Voilà, pour essayer, bien sûr, vous avez travaillé, vous étiez venu la dernière fois pour nous parler justement de cette prise en charge aussi. Donc côté, mis à part les denrées alimentaires, vous avez pris aussi ce côté donc hygiène et protection. Exactement, on a désinfecté plusieurs endroits, y compris l'hôpital Mayou, les endroits publics, c'est-à-dire où les jardins, le marché de Bebloued. Donc on a travaillé en partenariat avec l'APC de Bebloued, avec OCCA de Bebloued, CA de Sidi Mohamed. Donc c'était tout un programme qui a continué. Si on rappelle aussi, rendre hommage à cette jeunesse qui s'est mobilisée, qui était bénévole, qui ont pris aussi beaucoup de risques. Il y a eu des bénévoles aussi qui sont tombés malades. On en a eu malheureusement, donc Inch'Allah, Rabbi Shfihom, et surtout... On a profité à l'occasion de 5 juillet, on a pris une petite heure avec les médecins et on a célébré la journée et on a parlé aussi de coronavirus et aussi le rôle de la société civile et la jeunesse avec un moudjahed qu'on les a invités et honorés à l'occasion. Donc c'était voilà, important, très bien important, sûr. voilà, pour et surtout, les jeunes vous vous êtes rapprochés bien sûr du personnel médical parce qu'ils sont là, ils travaillent tout le temps, ils ont besoin d'être réconfortés, ils ont besoin d'être aussi accompagnés. C'est ce que vous avez fait avec ces petits repas chauds. En tout cas, les repas chauds qui apportent énormément, hein, ne serait-ce que donc, de pouvoir discuter déjà, échanger avec d'autres personnes. Ça, si vous permettez... C'était un soulagement aussi pour les médecins. Voilà, c'est-à-dire quand ils rentrent, ils trouvent les repas chauds, ils trouvent une table comme s'ils sont chez eux. Donc, c'était le but. C'est soulager. Ne pas manger à part, être quand même, avoir peut-être un repas commun. Ça ressemble ça rappelle du moins la chanson de Brassens, à qui on a offert un feu de bois. C'était rien du tout, mais il nous a réchauffé le cœur. Ça, c'est important. Et croyez-moi, quand on fait une garde en période normale, ça commence à 18h, c'est-à-dire 6 de l'après-midi jusqu'à 8h du matin. Voilà. Tout ça. Le lendemain matin, à l'issue de cette garde, on est complètement groggy, parce que c'est un autre monde qui vient. Alors imaginez-vous ces médecins qui sont séparés de leur famille, de leurs femmes, de leurs enfants, qui ne voient pas. Et ça dure, ça dure. Imaginez ceux qui disent « Mekesh Menha ».
Et imaginez ceux qui se plaignent et qui sont chez eux. Et qui se plaignent, voilà. Ils sont chez eux, qui ont la possibilité d'être confinés, qui vous disent « Oh, on en a marre, je m'ennuie, etc. » C'est de l'infantilisation. Oui. On a envie de respirer, on a envie. Oui. Ces médecins-là souffrent. Il faut voir le personnel. Pas uniquement les médecins, même les femmes de ménage. Parce que on en parle peu, justement. On en parle peu. Les femmes de ménage que je salue, les agents de sécurité qui, eux, sont au front, les centaines, si ce n'est des milliers de médecins qui ne sont pas à l'hôpital, qui sont dans les unités sanitaires de base, qui sont, à l'heure actuelle où on parle, assurent des consultations, assurent des analyses, assurent des soins infirmiers. Avec tout venant. Toute cette difficulté, parce qu'il y a eu donc confinement pour tous, et donc il n'y avait pas de moyens de transport. Donc certaines personnes venaient par leurs propres moyens, payer de leur poche aussi quelquefois. Donc les gens, moi je m'étonne comment des gens هكذا مريحين et qui arrivent à dire ouais ما كاش منها بدعوها راهم يحرطوا. Venez, moi je suis pour d'organiser des comment dirais-je, des tours opérateurs au niveau des hôpitaux. Au niveau des hôpitaux, au niveau des inédit. C'est ça, c'est difficile. Et ensuite et ce qui est grave, quand quelqu'un on les a vus, il est au repos, ils disent ma kashmina. Mais quand je le souhaite à personne, un de ses proches ou là ou malade, alors il va à l'hôpital dans le service d'urgence qui accueille. Il va commencer à casser, comme si brutalement il a pris conscience que c'est vrai. Il y a que تقول ما كاش على غاولوا ليا داويوني وراني مانيش مليح يما بابا. Ceux qui, chacun a droit à une prise en charge. Mais ceux qui vont te prendre en charge méritent le respect. Cette femme de ménage, cet agent de sécurité qui est à bout, il faut le voir. Parce que... Il faut gérer. Il faut gérer, il faut gérer. Ce flux quotidien et continu surtout. Voilà. Et lui-même a des difficultés, lui-même a peur pour sa femme, pour son épouse, pour ses enfants, pour sa mère, pour sa grand-mère, pour son père. C'est ça. C'est ça sur lequel il faut ce stress. Dire. Alors dites-nous, Monsieur Benachnou, aujourd'hui le virus a muté, c'est au niveau mondial. On voit ce virus est en train de prendre encore beaucoup de place dans la société. Comment est-ce qu'on pourrait donner, quels conseils on pourrait donner? Deux informations les plus récentes. Le virus a muté dans son aspect transmission. Il se transmet depuis... Et il y a aussi d'autres symptômes aussi qui font leur apparition. C'est ça qui est important. Dans la contamination, il a muté, il a accéléré dans sa vitesse de mutation, ça veut dire dans sa vitesse de propagation. Deuxièmement, l'OMS hier c'est tout frais, a attiré l'attention de tous les pays qu'il ne faut pas s'attendre à un retour à la vie normale. C'est vraiment, ça va durer pour l'ensemble de l'humanité. Et c'est pas dirigé contre l'Algérie ou là. Ils pensent que non, contre l'ensemble de l'humanité. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. C'est pour ça que il faut. C'est pas il faut, c'est un conseil. Je n'ai personne n'aime, comment dirais-je, donner de mauvaises nouvelles. Donner de mauvaises nouvelles et personne n'impose à l'autre. Parce qu'il y a certains qui disent moi c'est ma liberté. C'est pas vrai. Dans cette histoire de pandémie, mon comportement est lié à ton comportement, est lié au comportement du caméraman, est lié au comportement de chaque membre de la régie. Si je fais une bêtise, je vais détruire l'ensemble de ces gens. Donc il ne s'agit pas de liberté individuelle. Il s'agit de responsabilité. Et pour la plupart, ce sont donc des personnes qui ont été donc invitées à rentrer chez elles. Pour les personnes qui ont donc des enfants à charge, qui ont donc des mamans qui ont des enfants en bas âge, je voulais dire, et aussi des personnes qui ont des maladies chroniques. Ce sont des personnes qui normalement doivent rester chez elles et qui en profitent pour certaines, pas toutes, pour sortir et... S'il te plaît. La liberté, c'est vrai, mais on écoutait ça depuis. Premièrement, on est des musulmans. Mon comportement, il ne doit pas te porter préjudice. Quand on fait la prière, on se met ktef ma ktef et cheville contre cheville. Et ben c'est maintenant la vie quotidienne. Deuxièmement, le problème, le pire des problèmes, c'est pas de dire je suis en bonne santé. Ça veut rien dire.
Allah يبارك, ربي يحفظ la bonne santé. Mais ça veut rien dire parce que quand on est en bonne santé, on est plus dangereux parce qu'on peut être un porteur sain. Exactement. Et le virus est en moi, vous venez, et ça c'est surtout les jeunes, beaucoup de jeunes me l'ont dit, on se rencontre entre communs, on fait du sport, mais y a pas. C'est là où c'est dangereux. Exactement. Rappelez-nous les symptômes, Monsieur Benachnou. L'écoulement nasal, ça fait partie, non? Prenons une petite grippe. Les signes d'une petite grippe. Courbature. Ça commence par la température, les courbatures, ce matin je suis réveillé, c'est comme quand on n'a pas pratiqué le sport et que brutalement on a fait une séance de sport, le lendemain on est complètement léger, tout ça. Les maux de tête, ça c'est important, terrible. Une toux bizarroïdement bizarre. C'est une toux sèche. Attention, une toux sèche, tout ça. Et c'est important. C'est un virus qui attaque au début l'appareil respiratoire. Vous savez, je vais résumer, je vais rendre banal tout ça. Vous savez qu'on a des petits trous dans le poumon. Les alvéoles. Par où passent les alvéoles? Oh, vous êtes scientifique. Les alvéoles, par où passe l'air, l'oxygène, et qui va se diffuser dans le sang. Et bien, ce virus va boucher ces alvéoles. Avec quoi il va les boucher? Vous avez vu le corona, il est rond avec des petites, ce qu'on appelle spicules. Je m'excuse, les petits parapluies qu'il y a autour. La couronne. Ce petit parapluie s'en va et il commence à bouger. Et il est pire. C'est ça où il faut comprendre. En plus de vous asphyxier et vous êtes debout, essayez de le faire. Prenez un sachet nylon, mettez-le, vous allez vivre ça si vous avez le corona. Et deuxièmement, il détruit votre système sanguin. Notre sang, alhamdoulilah, il circule. Il y a une fluidité. Lui, il va créer des micro-embolies, c'est-à-dire qu'il va coaguler le sang. Alors, imaginez l'horreur que je pourrais vivre à cause de mon comportement. La seule solution, parce que l'erreur, les Algériens aussi, c'est qu'on s'est habitué au doigt. On a cette idée. Vous nous avez dit la dernière fois. J'ai une maladie. Je vais aller le pharmacien du coin, je connais Omar. Omar, j'ai une petite grippe, antibiotiques. Ça, c'est devenu, c'est de la folie. Encore une fois, rappelez justement, la prise médicamenteuse est très importante, dangereuse. Évitez donc de prendre des médicaments. Prenez plutôt des vitamines, des tisanes, c'est ça? Des tisanes surtout, et utilisez le paracétamol. Mais vous m'avez entraîné sur un terrain, je suis contre. D'abord, faire les gestes barrières, ne pas se coller aux autres une certaine distance. Mais dans des cas de doute, au moins connaître encore une fois dans les cas de doute, en Algérie, c'est ça qui est bien, on est bien organisé, le ministère de la Santé a donné un numéro de téléphone, le 30 30, on appelle, vous aurez un médecin au bout du fil. S'il vous plaît, le médecin, répondez. Au bout du fil. Et ce médecin va vous discuter avec vous et en cas de... ils sont spécialisés dans ça, ils vont vous envoyer au cas où un médecin pour vous examiner et tout ça. Ne pas se présenter à l'hôpital. Ça, c'est important. D'accord. Pour éviter, bien sûr, la propagation, c'est dans le cas où vous êtes positif à la Covid-19. Téléphonez. Le 30-30, c'est le numéro du ministère de la Santé. Vous trouverez toute la... Très bien. Mais très important... Ou les pompiers. Le masque, c'est important. Très bien. La distanciation sociale. Mais pourquoi on manque d'affectivité ou de câlins ou je ne sais pas trop quoi. Attendez un peu, après, Inch'Allah... Ben oui, nous les Méditerranéens, on est très tactiles, Monsieur Benachnou, vous le savez. Le coronavirus ne connaît pas ça. Ni méditerranéen, ni rien du tout. Mariam, vous êtes là pour nous parler donc de cet élan de solidarité. Vous avez continué à mener cet élan et vous continuez aujourd'hui encore. Quels sont vos projets aujourd'hui? Alors, on se prépare pour l'Aïd el-Kibir, Inch'Allah. On va normalement... Vous n'allez pas dans les marchés à moutons. Non, surtout pas. J'imagine aller vers les familles. En respectant les gestes barrières, le port de masque, en utilisant le gel désinfectant. Aussi, on sensibilise les gens pour ne pas se rapprocher, ne pas... C'est-à-dire
surtout respecter exactement le ba'd surtout, voilà. Là, on se prépare pour l'Aïd, Inch'Allah, où le programme de l'année précédente, c'est-à-dire on va ramener des bœufs. Voilà. Faire un partage. Voilà, faire un partage. Bageri, exactement. Pour les familles, surtout les familles qui ne travaillent pas à cause de coronavirus. Voilà, c'est très et pour la rentrée difficile. scolaire, Inch'Allah, Barbi, on sera aussi présent. En tout cas, bravo à vous. Hein. Merci et beaucoup, bravo à tous ces bénévoles qui sont sur le terrain, qui continuent à prendre des risques et qui vous accompagnent régulièrement pour accompagner, ou surtout pour aider les familles nécessiteuses, les SDF, les médecins aussi, surtout, qui ont besoin d'être épaulés. Les médecins et les infirmiers et tout le corps médical. Et les femmes de ménage. Et les femmes de ménage. Le personnel médical. Voilà, Le personnel médical. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Mariam. Merci à vous. Voilà. Et puis bonne chance. Merci de répondre toujours à notre invitation pour parler donc de votre quotidien en ce moment. Rendre hommage à tous ces bénévoles qui sont sur le terrain en ce moment, qui n'ont pas cessé. Et grâce à eux, bien sûr, cette chaîne a continué. Cette chaîne de l'espoir a continué à fonctionner. Grâce à vous aussi, Monsieur Benachnounou, on s'informe autour donc de cette maladie, cette pathologie et surtout ce virus qui fait peur de plus en plus. Merci. Je vous en prie. Un dernier mot? Au service des citoyens, et croyez-moi, n'écoutez pas, et ce que je dis, c'est, des fois c'est fait exprès pour réveiller les gens. Quand je dis shafik, je reviens. Shafik, on dit ça à celui que l'on aime. Ça veut dire que derrière cette phrase, j'espère que tu Il y a une affection. Il y a une affection, et surtout affection, qui aime bien, châtie bien. Voilà. Et je m'arrête là. Alors, il y a aussi ce masque aussi qu'il faut aussi rappeler. Les Faites gestes attention. barrières. Les masques donc de protection doivent être de bonne qualité. Rappelons-le encore une fois, ne prenez pas de risques en mettant des masques de mauvaise qualité. Essayez aussi de les fabriquer vous-même si vous n'avez pas les moyens de les acheter. Voilà. Et surtout, le masque seul ne sert à rien. C'est un packaging, comme on dit en anglais. Se laver les mains avec du savon, je ne dis pas de Marseille, je dis de Béjaïa, exporté à Marseille. Mais ça, sabon tarf. Sabon tarf, ça c'est important, 4, 5, 6 fois. Attention aux femmes au foyer. La javel, c'est bien, ça désinfecte tout ça. Mais en excès, c'est mauvais. Mais attention, ça donne des maladies de la peau. Attention, ça doit être 1 litre dans 4 litres d'eau, la proportion, ou 2 gouttes d'eau dans un... Même l'alcool ou le gel hydroalcoolique. Même la solution hydroalcoolique, ça c'est important. La solution hydroalcoolique, j'espère qu'il y a une société nationale, celle que nous, Saïda, qui fait de très bons gels, et ça c'est important. Faites attention d'acheter, j'ai vu dans les rues des petits cartons avec des gosses qui vendent ce qu'ils appellent le gel. Alors, solution hydroalcoolique. Solution hydroalcoolique, mais selon la formule exacte qui donne un effet. Alors, le masque, se laver les mains, la solution hydroalcoolique, et surtout, reporter votre manque affectif. Voilà, à plus tard. De bous-bous et de câlins, à plus tard. Mettez entre vous une distanciation sociale. C'est tous ces éléments qui s'appliquent dans le monde entier. Il ne faut pas s'imaginer le doigt ou je ne sais pas trop quoi. Pardon. Merci beaucoup, Monsieur Benachnou. On a toujours plaisir à vous recevoir avec votre sympathie. Le message, j'espère, passera encore mieux. On vous donne rendez-vous dès vendredi, Inch'Allah, avec l'équipe du Bonjour d'Algérie. Avec plaisir, c'est important. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à vous tous de nous suivre régulièrement. On continuera à le faire, bien entendu, tous les jours à travers, bien sûr, cet espace du Bonjour d'Algérie et surtout cet été, à travers donc nos stations Oran et Constantine. On continuera aussi à vous informer. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. Merci à toute l'équipe, bien sûr, du Bonjour d'Algérie, la Régie 7. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.